Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Vous êtes le président délégué du MEDEF, numéro 2. Il peut arriver dans la vie politique et dans les entreprises, peut-être dans les organisations professionnelles, que le numéro 2 rêve de devenir numéro 1, mais vous n'avez pas le droit de le dire, parce que même si vous étiez candidat à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux en juin-juillet prochain, vous n'avez pas le droit de le dire avant le 6 mars. Donc, nous ne savons pas si Patrick Martin sera candidat à la présidence du MEDEF. C'est un risque supplémentaire. Voilà, exactement. Alors, on va voir avec vous un peu quel est le rôle de l'entreprise dans ce décor qui a été planté de façon magistrale par nos 4 intervenants de la table ronde précédente. Le rôle de l'entreprise dans cette mondialisation différente, avec ce risque géopolitique, ce risque géoéconomique, l'inflation, le changement complet des modèles. Comment est-ce que les entreprises, c'est-à-dire vos entreprises, doivent vivre? D'abord, je pense qu'à l'épreuve des faits assez cruelles de ces dernières années, on voit lesquelles, chez des entrepreneurs qui n'étaient pas éveillés, je dirais, à cette notion de risque sous ses différentes formes, il y a une prise de conscience assez brutale, assez cruelle. Pour autant, ça n'impacte pas, mais peut-être en parlera-t-on après, ça n'impacte pas de manière significative, si vous me permettez l'expression, le moral des troupes. Donc d'un côté, on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans l'ignorance. D'un autre côté, on n'observe pas, en tout cas à ce jour, et en moyenne des 190 000 entreprises qui composent le MEDEF, on n'observe pas non plus d'appréhension particulière et encore moins de tétanisation. Le rôle de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi? Alors, le rôle de l'entreprise est très évolutif et je serais presque tenté de dire, aux yeux de l'opinion publique, aux yeux des parties prenantes, presque excessif. Je veux dire par là que probablement parce que d'autres institutions, pour autant qu'on puisse parler d'institutions s'agissant des entreprises, probablement parce que d'autres institutions passent pour être défaillantes ou le sont objectivement, beaucoup de regards se tournent vers l'entreprise sur des sujets aussi divers que celui de l'insertion, de la transition environnementale, de l'emploi et des salaires. Ça, c'est plus natif, je dirais, pour les entreprises. C'est assez flagrant, d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion. Si on observe, par exemple, que les jeunes ont plutôt confiance dans l'entreprise, quoi qu'on en dise, et singulièrement sur le sujet de la transition environnementale. Donc, ça nous honore, d'une certaine manière, ça installe plus encore le rôle éminent de l'entreprise dans la société, mais ça nous crée des contraintes supplémentaires et qui, de surcroît, à un moment ou à un autre, se traduisent ou vont se traduire dans des obligations, dans des contraintes réglementaires ou législatives qui en chassent, en définitive, l'entreprise au regard de tous ces grands enjeux. On avait sur le plateau précédent Karine Berger, secrétaire générale de l'INSEE, qui nous fournit ce thermomètre évidemment essentiel pour mesurer ce qu'est la réalité de l'économie en France. Une croissance qui a étonnamment bien résisté en 2022, même si on a un ralentissement, même si on a un dernier trimestre à plus 0,1, on est tout près du zéro, on n'est pas en récession, loin de là. La récession, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. La croissance, c'est les entreprises qui la font. Comment est-ce que vous expliquez qu'elles aient, pardon de la provocation éventuelle de la question, si bien résisté dans une conjoncture aussi catastrophique? Alors effectivement, on a vu que la croissance sur 2022 et singulièrement au dernier trimestre a été largement tirée par l'investissement. Et puis je me permets de souligner également que nous continuons à créer des emplois les uns et les autres, ce qui est presque contre-intuitif, parce que les anticipations macroéconomiques, le panorama général pourrait conduire au contraire à ce que les entrepreneurs rentrent dans leur coquille. Donc contribution très positive de l'entreprise sur ces 2 fronts d'investissement et des créations d'emplois. Alors je pense que si on parle de l'investissement, c'est pas par optimisme béat, c'est également parce qu'il y a une nécessité d'investir, et notamment liée au changement de modèle, eux-mêmes liés à des changements de consommation d'un côté, et à une obligation de verdissement, que ce soit des offres ou des process. Je ne suis pas en mesure de dire quelle est la contribution de chacun de ces 2 leviers à la bonne dynamique de l'investissement. Mais quand même, en toile de fond, il y a la conviction qui s'est traduite, je vais citer un chiffre, qui s'est traduite dans une enquête récente à laquelle on a procédé auprès de nos adhérents, la conviction que l'horizon n'est peut-être pas aussi noir qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques mois encore. Alors,
on n'est pas dupe, on sait qu'il y a d'énormes aléas, singulièrement géopolitiques. On voit très bien l'intensification de la compétition intercontinentale, mais également à l'intérieur de l'Union européenne, notamment avec l'Allemagne, ça a été évoqué à la table ronde précédente. Mais pour autant, 82% de nos adhérents, ça a été mesuré au mois de janvier, donc c'est tout à fait récent, 82% de nos adhérents sont positifs, voire pour 14% d'entre eux très positifs, quant aux perspectives de leur propre entreprise. C'est à rapprocher d'une autre perception qui est presque paradoxale, hein, car les anticipations des chefs d'entreprise, en tout cas ceux que nous avons sondés quant aux perspectives générales du pays, sont en revanche assez sombres. C'est toujours le cas, cette distorsion entre les perspectives individuelles et générales. Mais à ce point-là, jamais. Et comment vous expliquez ça? C'est-à-dire 82%, c'est colossal. C'est l'expression d'un dynamisme qui est assez inattendu dans cette période. Et en progression par rapport à l'enquête du trimestre précédent. Et encore une fois, on précise bien, c'est pour leur propre entreprise. Hein. C'est pas « je pense que la France va aller bien », c'est « je pense, au vu de mes tableaux de bord, que mon entreprise va aller bien, voire très bien ». Alors, il y a quand même un certain nombre de secteurs d'activité ou d'entreprises qui considèrent qu'il y a des opportunités nouvelles qui apparaissent. Je le redis, autour du verdissement de l'économie, quand d'autres verdissement et digitalisation, hein, c'est les deux grands moteurs. Et digitalisation, parce qu'effectivement, le secteur du digital, y compris en termes de création d'emplois, est ultra dynamique, quand d'autres, évidemment, savent que leur modèle économique est, à moyen terme, en tout cas, menacé. Moi, j'aime pas trop ce terme qui est un peu galvaudé, mais enfin, quand même, les entreprises ont gagné en résilience à l'épreuve de la pandémie, à l'épreuve du premier choc énergétique. Ça se traduit, par exemple, dans la sobriété. Quand on voit la baisse de consommation d'une manière générale d'énergie, mais singulièrement dans les entreprises, il y a une part contrainte. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, un certain nombre de secteurs ont baissé leur production, mais il y a également eu des efforts de sobriété qui n'ont pas altéré, je dirais, la capacité productive. Et donc, nous, on sent bien, moi-même, en tant qu'entrepreneur, je partage, on sent bien que les chefs d'entreprise sont finalement assez sûrs d'eux, assez sûrs de leur capacité à pouvoir, de manière très réactive, s'adapter à des circonstances jusqu'au moment où elles deviennent absolument critiques. Avec quand même une grosse nuance. Et dans nos rangs, il faut que nous soyons attentifs à ne pas sombrer dans la schizophrénie. On dénonce, et on a raison, on dénonce l'envahissement, je dirais, de la sphère économique par l'État, mais dans le même temps, on tend la main assez régulièrement. Donc ça peut contribuer aussi à ce que les chefs d'entreprise soient relativement confiants en se disant en dernier ressort... Il y aura toujours l'assureur de dernier ressort. Voilà. Bon, justement, à propos de cet assureur de dernier ressort qui a beaucoup fonctionné pendant le Covid, hein, la fameuse théorie du quoi qu'il en coûte, beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui confrontées à un muret, ou voire un mur, encore une fois, de l'endettement. URSSAF, les dettes URSSAF, PGE, les dettes PGE. Est-ce que vous avez une inquiétude de ce point de vue? Alors on regarde sur le feu en particulier les chiffres de sinistralité, qui ont peu ou prou rejoint les niveaux de 2019. Alors évidemment, c'est une très grosse progression par rapport au moment où les entreprises étaient sous cocon et sous perfusion. Bien sûr. Mais on rejoint les chiffres de 2019. Donc c'est la tendance presque plus que le niveau qu'il faut regarder. Effectivement, elle est un petit peu alarmante. Après, on voit les mises en place de crédits bancaires qui restent sur une bonne dynamique, même s'il y a un petit ralentissement sur la toute dernière période. Et enfin, on regarde la sinistralité sur les PGE. Alors, on a tous en tête que sur les 143 milliards de PGE qui avaient été attribués et qui n'ont pas tous été tirés, il y en a grosso modo un peu plus d'un tiers qui a été d'ores et déjà remboursé. Et les banques et l'État, à travers la BPI, puisqu'il est garant, signalent qu'il y a une augmentation, mais mesurée et sous contrôle à ce jour, des tensions liées au remboursement des PGE, avec de très grosses disparités d'une taille d'entreprise à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre. Mais là aussi, on n'observe pas de crédit crunch et on n'observe pas non plus de mur des faillites. Il y a des situations critiques, bien évidemment, très identifiées dans les entreprises, vous le savez tous, qui sont très dépendantes du prix de l'énergie et a fortiori quand elles sont très exposées à la concurrence internationale. Alors de ce point de vue, bon, la France est certainement moins exposée que l'Allemagne parce que moins industrielle, mais on regarde ça très attentivement et on observe qu'il y a un certain nombre de grands donneurs d'ordre qui sont très attentifs à la préservation de leur tissu de sous-traitants, d'autres le sont moins. Et donc ils sont en risque? Et donc ils sont en risque. Ils sont en risque, et voilà, c'est par construction, par définition confidentielle, mais on sait que l'afflux de dossiers aux Syrie est en train d'augmenter. Ah, ça c'est pas un très bon signe pour le moyen terme. C'est pas un très bon signe. Et on regarde nous là de manière beaucoup plus précise parce qu'on est
à la manœuvre, si j'ose dire, puisque c'est piloté par le MEDEF. On regarde les dossiers qui arrivent à l'AGS, l'association de garantie des salaires, et on voit qu'il y a des dossiers là, c'est quand plus on a importants. quasiment franchi le cap de la... Oui, alors, oui, on est déjà en procédure judiciaire. Mais c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire pour l'instant. Et c'est public, hein, les gros sinistres qu'on a, c'est plutôt dans le retail, et pas dans l'industrie. Absolument. On peut revenir sur ce sondage que vous citiez tout à l'heure. C'est un sondage qui a été fait par l'IFOP, je crois, qui mesurait l'état d'esprit des chefs d'entreprise avec cet incroyable grand écart entre ce que je pense pour mon entreprise, ce que je vois pour l'ensemble du secteur économique et ce qu'est la réalité de la conjoncture. Est-ce qu'il y avait d'autres enseignements dans ce sondage qui méritent d'être exposés ici ? Oui, parce que si on détaille les sujets de satisfaction ou d'inquiétude, sans grande surprise, le prix de l'énergie, s'agissant des menaces ou des inquiétudes, est devenu prééminent, mais les difficultés de recrutement également restent très fortes. C'est un peu lié aux créations d'emplois qui, même ralenties, continuent à se faire. Et puis, il y a des inquiétudes aussi sur l'environnement réglementaire au sens le plus large, parce que singulièrement les PME voient quand même s'empiler un certain nombre de contraintes, certainement inspirées par de bonnes intentions, mais qui leur créent à la fois en termes de complexité de fonctionnement et de coûts des charges significatives. Bon, j'extrapole un peu, mais typiquement, on regarde très très attentivement, je crois que ça rejoint vos sujets de préoccupation ou vos travaux, on regarde très attentivement ce qui pourrait advenir en matière de devoir de vigilance si d'aventure on était tenu à une obligation de résultat. Et ça tétanise un certain nombre de chefs d'entreprise. Devoir de vigilance, quel est l'état de l'art, si j'ose dire? On en est où aujourd'hui? Quel est le risque que vous voyez poindre? Eh bien, qu'on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, tout simplement. Notamment au niveau européen, il y a de brillants esprits, forcément très sincères Commission dans leurs européenne, intentions, qui travaillent à ces sujets-là. Tout à l'heure a été évoqué la taxonomie. Enfin voilà, on a quand même une singulière capacité en Europe à se créer des difficultés qui créent autant de distorsions de concurrence et qui, par ailleurs, d'un point de vue opérationnel, sont très difficiles à mettre en œuvre. Donc voilà, il y a suffisamment de difficultés objectives pour qu'on ne s'en crée pas de supplémentaires. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce risque? Effectivement, chaque fois qu'une entreprise travaille à l'international, que ce soit de l'import de l'export, les fournisseurs à l'extérieur peuvent créer des responsabilités nouvelles et particulières. Où est-ce qu'on en est de ce process et de ce que vous craignez voir arriver? Vous dites l'Europe, il y a des idées un peu, c'est pas votre terme, un peu tordues en Europe. Elles sont portées, elles ont des chances d'aboutir. Comment est-ce que vous évaluez ce risque précisément? Oui, il y a une probabilité qu'elles aboutissent. Mais ça serait systémique. Enfin, je pense que l'entreprise peut supporter beaucoup de choses, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, et assume un certain nombre de responsabilités, d'assez bon gré, je dirais. Mais il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Je veux dire par là qu'effectivement, l'entreprise ne peut pas contrôler et a fortiori ne peut pas assumer la responsabilité financière, voire judiciaire, de tout ce qui se passe dans son écosystème. Et effectivement, plus on s'éloigne géographiquement, plus il y a d'intermédiaires entre le client final ou le donneur d'ordre et son prestataire, et plus le contrôle est difficile. À une plus petite échelle, moi je suis très frappé par ça, et on a des remontées assez virulentes dorénavant des PME, quand il s'agit d'établir le scope 3. Sans, on va dire, qu'il y a là de risques de sanctions à proprement parler. On voit bien la difficulté de mise en œuvre et on voit bien que, y compris des chefs d'entreprise qui sont très déterminés quant à l'atteinte des objectifs environnementaux, se cabrent en quelque sorte en disant non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, et cette approche est excessivement technocratique, complexe et donc coûteuse. Comment est-ce que le MEDEF appréhende le sujet de la gestion de risque? C'est un métier qui n'existait pas au moment où le CNPF existait, l'ancêtre du MEDEF. Comment est-ce que vous êtes organisé à l'intérieur du MEDEF pour favoriser l'émergence dans les entreprises de cette prise de conscience, de l'implantation de ce métier? Comment est-ce que vous avez pris ce train, si j'ose dire, de la gestion des risques? Oui, alors on est bien conscient, et tant mieux que nos grands adhérents
sont déjà sensibles au sujet et équipés pour la plupart d'entre eux de longue date. Bon, nous, je pense qu'on a contribué à la prise de conscience chez nos adhérents, au-delà des phénomènes majeurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les accidents sanitaires ou géopolitiques, en instaurant dès 2019, c'est Geoffroy Roux de Bézieux qui avait pris cette initiative, en instaurant un comité souveraineté et sécurité économique, ce qui avait suscité une forme de surprise dans nos rangs, en disant mais il n'y a pas de sujet. Bon, finalement, les faits nous ont malheureusement donné raison. Et puis il y a une propagation des risques, notamment je pense au risque cyber, je pense au risque climatique, qui fait que, notamment à travers les assureurs, dorénavant, la quasi-totalité de nos adhérents, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le secteur d'activité, sont parfaitement conscients de ces risques, alors que jusque-là, ils ne les considéraient pas. Bien, donc nous, notre responsabilité, et autant que possible en le faisant en étroite coopération avec la MRAE, on est en train de renforcer notre coopération avec la MRAE, c'est de diffuser auprès de tous nos adhérents, au plus près des territoires, 119 structures territoriales, auprès des 96 fédérations adhérentes, à la fois cette culture du risque et surtout la méthodologie qui permet, autant que faire se peut, de prévenir le risque et de parer le risque le jour venu. Et là, ça se diffuse ? Ça se diffuse. Alors c'est très pragmatique et opérationnel. Je suppose que ça dépend beaucoup de la taille des entreprises auxquelles vous parlez. Pas nécessairement, parce que si je ne me trompe pas, je risque d'être contredit par l'assistance, le risque cyber se concrétise, y compris dans des entreprises qu'a priori on considère peu sensibles, en termes de secteur d'activité, en termes de taille. Moi j'ai en tête le cas d'une entreprise de mécanique dans le Jura, qui franchement ne travaille pas pour la défense nationale, n'a pas une trésorerie pléthorique qui lui permettrait d'acquitter une rançon spectaculaire, et qui pour autant a été attaquée il y a maintenant 1 an et demi. Ma propre entreprise, qui n'est pas dans un secteur stratégique, encore que si, a été attaquée. Un mot sur ce que vous fabriquez. Alors, bon, je fabrique pas grand-chose, je distribue beaucoup. Enfin, si, je fabrique des biens d'équipement pour les industries gazières et pétrolières. Donc là, ça peut être un sujet d'attention de gens malveillants. Mais pour le reste, mon entreprise, qui fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, surtout dans la distribution B2B, on approvisionne l'industrie, on approvisionne le bâtiment. Alors c'est vrai que, bloquant mon entreprise, à la limite, on bloque des chaînes de production chez Stellantis ou peut-être le fonctionnement de telle ou telle centrale nucléaire chez EDF. Donc je me corrige, oui, toute entreprise est sensible. Mais voilà, ça au moins ça de bon, le fait que le nombre d'incidents se multiplie, que ça se sache. Le fait aussi, je parlais de la MRAE, mais on s'emploie à avoir des relations très suivies avec la police, la gendarmerie, l'ANSSI. Donc on multiplie les communications, les colloques, les séminaires auprès de nos adhérents pour contribuer à cette prise de conscience. Et justement, la collaboration avec l'action publique est bonne ? Elle est très bonne. Elle est très bonne, avec une bonne capillarité, notamment de la part de la gendarmerie. Et on voit bien que dans les réunions qu'on organise, ou que d'autres organisent d'ailleurs, il y a de plus en plus d'affluence, il y a de plus en plus de questions pointues. Et donc l'éveil, je dirais, à ces risques-là, je parle de la cybercriminalité, est à peu près généralisé dorénavant. C'est moins vrai sur le risque climatique. On parle d'un autre risque, il n'y a pas grand-chose à voir, mais qui est un risque réel dans le tableau de bord que vous avez devant les yeux. Les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, ça vous inquiète ? À vrai dire, ce qui nous inquiète, c'est que cette réforme aboutisse et qu'elle ait un rendement suffisant pour ne pas devoir la reprendre dans quelques années. Ce qui vous inquiète, non, ce qui vous préoccupe, ce qui vous mobilise ? Non, ça nous inquiète parce qu'on voit le rendement financier de la retraite se vider au fur et à mesure des... On appelle le sucré qui vient adoucir le salé. Voilà. Après, les conséquences sociales. Alors, je suis extrêmement prudent parce qu'il suffit de dire une chose pour être démenti par les faits. Nous, ce qu'on observe encore hier, c'est qu'il n'y a pas une mobilisation très forte dans le secteur privé. Dans les entreprises. Dans les entreprises. Il y a un sujet salaire. Il y a un sujet salaire. Mais il n'y a pas un sujet retraite. Non. Enfin, c'est pas le sujet numéro 1. Ouais. Je ne crois pas me tromper en disant, les observateurs l'ont identifié, que dans les cortèges de manifestants, sans grande surprise à vrai dire, on trouve surtout des employés du secteur public ou parapublic. On trouve aussi des entreprises de secteurs où la main-d'œuvre a des métiers très pénibles. On voyait dans des régions de Bretagne beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire, voilà, là où il y a une pénibilité forte,
qui se mobilisent fortement. Ça vous préoccupe? À nouveau, c'est pas une généralité. Ouais. Et nous, on est tout à fait d'accord, et c'est prévu d'ailleurs, pour que la réforme intègre, comme c'était le cas, mais mieux qu'auparavant, les carrières longues, la pénibilité, mais en étant attentif pour les initiés à ce qu'on ne rétablisse pas un certain nombre de critères de pénibilité dont la mesure était opérationnellement quasiment impossible, hein, les fameux critères qui avaient été supprimés en 2017. Ouais. Donc il y a des situations objectives, et cette réforme doit être équilibrée, socialement équilibrée et équitable. Mais de là, à nouveau, à ce qu'elle n'aboutisse pas au rendement minimum, parce que les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites sont optimistes. Hein. Je rappelle qu'elles intègrent un taux de chômage à 4,5% et des gains de productivité d'1% par an qu'on n'observe pas depuis un certain nombre d'années. Donc c'est le minimum, les 18 milliards de rendement brut de cette réforme à l'horizon 2030. On sait que d'ores et déjà, il y a plus de 6 milliards qui ont été consommés sur des mesures d'équité. Voilà, donc en fait, le plan initial du gouvernement, c'est 18 milliards effectivement de recettes supplémentaires ou de dépenses moins rapidement engagées, et les mesures compensatoires, ou celles qui sont destinées à faire passer la réforme, coûtent déjà 6 milliards, et les autres demandes, pour être complet, les autres demandes, par exemple, de quelques députés les Républicains, rajouteraient à nouveau 6 milliards. Absolument. Absolument. Il faut être joueur pour demander une clause de revoyure en 2027. Je pense que les mêmes qui demandent la clause de revoyure devraient au contraire dire faisons le maximum maintenant, c'est autant de sujets qu'on n'aura pas éventuellement à régler le jour venu. Oui, parce qu'en fait, la clause de revoyure en 2027, ce sera l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Patrick Martin. Merci. Merci de cet éclairage général. Et je vous propose une pause, et on se retrouve dans une demi-heure à 16h30 pour la suite de notre après-midi.